l'association Maison Albert Londres chez Patrice Serre. Patrice, bonjour. Bonjour. Alors Patrice, on peut peut-être vous présenter en quelques mots. Moi je dirais que vous êtes quelqu'un qui est dans le milieu de la bande dessinée, vous êtes aussi sinologue, vous vous intéressez au mystère des lettres et de l'alphabet, et vous avez commis une BD dont on va parler sur Albert Londres. Comment vous êtes venu dans votre parcours très, très large à vous intéresser à la figure de ce journaliste? C'est tout à fait particulier parce que c'est une rencontre avec Amouroux, qui était à l'époque président du prix Albert Londres, et qui voulait absolument que Albert Londres ait un timbre par la poste. Et donc on m'avait choisi comme dessinateur. Évidemment, on m'a abondamment fourni en bouquins, etc., etc. Et je me suis complètement passionné pour le personnage, mais alors vraiment passionné. Parce que c'est vrai que c'est une écriture qu'on imagine peu, quoi. C'est une véritable écriture de journaliste, et en même temps c'est une écriture d'écrivain, quoi. C'est la vérité vue par le petit bout de la lorgnette avec une perspective grandiose. Voilà, c'est à chaque fois c'est ça. Chaque phrase c'est ça. Puis il y a une chose qui m'a beaucoup plu, c'est qu'à un moment il avait une devise que j'ai adorée. C'est quelquefois consentir, mais n'obéir jamais. Ça, je trouve que ça... C'est intéressant, surtout à notre époque, on peut y réfléchir. Il faut vraiment... Voilà. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez adapté, alors on peut peut-être montrer la bande dessinée, qui est une bande dessinée un peu ancienne maintenant, Les Forçats de la route. Pourquoi, effectivement, avoir commencé par peut-être la moins spectaculaire des chroniques d'Albert Londres, quoique... Ah oui, mais là, ça vient aussi du journal. L'idée au départ, c'était de faire une espèce de grande bande dessinée en reprenant tous les reportages d'Albert Londres qui paraissaient dans Le Petit Parisien. Et on a eu une discussion avec Le Parisien, donc d'aujourd'hui, si on peut dire, qui a duré 2 ans. Avec Amouroux, avec Moliterni, enfin il y avait plein de gens qui étaient dans ce truc-là, qui poussaient à ce qu'ils le fassent, et puis ils ont dit oui, peut-être, puis ça a duré 2 ans, et d'un seul coup, il y en a un qui a dit « Ah oui, mais vous savez, il y a le Tour de France, là, dans 4-5 mois, ça serait bien qu'on fasse paraître, les reportages d'Albert Londres sur le Tour de France pendant le Tour de France. » Donc, effectivement, oui, j'ai eu 4 mois pour dessiner cet album, ce qui était absolument fou, parce que il diffusait 3 ou 4 pages à la fois, quoi. Et oui, et c'est un album de 44 planches à peu près. C'est ça, ce qui est quand même pas mal. Hein, oui. Vous avez battu un record, hein, du coup, en termes de dessin rapide. Et alors, du coup, vous avez adapté, c'est quelque chose, c'est une adaptation littérale ou il y a une part de fictionnalisation de votre part dans l'histoire? Dans ça, rien du tout. Ouais. C'est carrément, j'ai pris les reportages, c'est le Parisien qui m'a donné ses archives, hein, et donc j'ai pris ces reportages, les uns après les autres, et puis j'ai essayé de raconter l'histoire. Alors il y a un début où on est obligé de mettre un peu les choses en scène, quoi, de savoir pourquoi, où est-ce qu'il se passe, comment ça se passait, comment on l'avait engagé pour faire ça, etc. Et quels étaient vaguement ces petits trucs, mais à part ça, tout est... et le texte même dans les ballons, c'est le texte d'Albert Londres. D'accord. Et alors, il y avait l'idée de faire une série autour de l'œuvre d'Albert Londres, je crois, derrière ça, ou pas du coup? Ah non, la série c'était avant. Bah, là, c'était toc, et puis on le termine, et puis hop, au revoir. Ah oui, donc du coup... C'était vraiment le truc idiot. Enfin. Oui, dommage. Hein. Oui. Dommage. Alors, peut-être pour montrer quand même le travail graphique, revenir sur votre technique. Comment vous avez travaillé sur le plan graphique ce projet? Ah ben, c'est la technique depuis que je fais ce métier, c'est-à-dire que commence à faire long. J'ai débuté en 65 avec
Frank Robbins. Enfin, je débutais un petit peu avant d'ailleurs. J'avais publié des bandes dessinées dont les scénarios étaient de Simonin, d'Alphonse Boudard, etc., etc. Dans François. Et puis donc je suis parti aux États-Unis, et aux États-Unis j'étais engagé, vaguement, par Frank Robbins, qui est devenu mon maître, quoi, vraiment. Et donc en fait je suis un des tenants de l'école de New York, ce qu'on appelle l'école de New York, c'est-à-dire le dessin au pinceau avec des larges aplats noirs, voilà. Alors ce dessin, en fait, ça, je l'ai fait exactement de la même façon. Et ça, je vais peut-être même le voir sur là-dessus. l'ordinateur, vous gardez les traces de votre travail. Alors, on va commencer. Bon, on va commencer tard, là. Oui, mon Dieu, je lis mal, moi. Bon, on coupera un peu au montage, hein, c'est pas grave. Oui, ça sera obligatoire. Oui, pas de souci. Voilà, bon. Voilà, alors là. Donc là. Ouais, focus sur l'écran. Oui, là, pour avoir. Je crois que là, on est à la fin. Ouais. Ah non, il y a encore ça. Alors, les forçats de la route. Voilà. Donc là, les différentes étapes de la création de la case d'introduction, je crois, c'est ça? Oui. Non, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est la première. C'est la première page. Alors ça, voilà, c'est un dessin que je fais, qu'on appelle à la ligne claire. Ouais. Et ensuite, je mets les ombres, les choses comme ça en noir, et ensuite, évidemment, la couleur. Alors la couleur, c'est quoi? C'est de l'aquarelle? C'est de l'aquarelle, D'accord. c'est de l'aquarelle tout simplement. Alors voilà, une planche qui est faite à la ligne claire, hein, et puis ensuite, voilà, on a... les choses prennent vie. Alors une planche comme ça, vous avez fait ça au moins plus d'une planche par jour? Comment vous avez fait à l'époque? Parce que Oui. Hein, largement, Oui, non, c'est-à-dire qu'en fait, je dormais 4 heures par nuit, et c'est vraiment... non, ça, c'est un truc pénible. Un forçat de la BD, là. Ah, oui. Là, vous avez été, pénible quand même. Ouais. Mais du coup, alors Albert Londres apparaît... En plus, c'est un truc assez fou, parce que c'est le cauchemar du dessinateur, hein, les vélos. Oui, d'accord, les vélos, ça oui. Parce que, oui, au niveau documentation, le vélo, oui, il fallait retrouver les vélos d'époque, afin que ça soit cohérent. Oui, je me suis un peu trompé. Voilà. Et alors, sur Albert Londres, peut-être reparler du personnage d'Albert Londres, parce que je sais que vous l'avez dessiné pour le timbre, vous avez fait le timbre aussi du prix Albert Londres, c'est ça Alors non, j'ai fait le timbre Albert Londres pour la Poste. Pour la Poste. Est-ce qu'on a des images de ça aussi? Ce serait intéressant qu'on revienne là. Alors, on va revenir. Du coup, vous maîtrisez bien Albert Londres, parce que vous l'avez dessiné, c'était en 2007 aussi, je crois. C'est en même temps. C'est un projet qui est lié à... C'est un truc qui s'est décidé, voilà. Voilà. On va arrêter le diaporama. Voilà, pour revenir. Et on va faire un focus sur Albert Londres en timbre. À partir du début. Et on coupera. Voilà. Alors allons-y, je vais faire un focus. Voilà. Donc ça, c'est d'après un... quelles sont vos sources? Alors ça, c'est la photo qu'il avait sur sa carte de presse. D'accord. Alors c'est assez marrant parce que je sais que moi ça m'a gêné d'ailleurs, son regard m'a toujours gêné. D'accord. Il a un côté là, très désabusé, tout à fait le contraire de ce qu'il écrit, de son écriture. Une espèce de chose... Ouais. Et je pense qu'il avait une barbe pour cacher apparemment une blessure qu'il avait sur la lèvre, etc. D'ailleurs, on le voit dans la moustache. Et là, on le voit dans différents... Alors, c'est où là? Voilà. Alors ça, voilà le timbre. Ça, c'est le dessin du timbre. C'est en Afrique. Voilà. Et donc, non, c'est le bagne. Le bagne, oui. C'est le bagne. C'est le bagne. D'accord. Donc le timbre, effectivement. Voilà le timbre. Qu'on trouve toujours en vente aujourd'hui. Ah bah oui, bien le timbre, c'est bien.
Oui, donc ça c'est assez collector. Et vous avez fait des variations après Alors ça c'est toujours de la Poste qui Ouais. demande ça. Donc ils appellent ça des souvenirs, sorte de cartes dans lesquelles on colle le timbre, vous voyez là. Ok. Et là vous avez exploré toute ça. Alors oui, alors il y avait là c'est la guerre de 14, là c'est je sais plus, ça doit être non c'est pas les pêcheurs de perles, c'est encore autre chose, c'est le Caire, je sais pas quoi. Ça c'est Marseille, parce qu'il a fait tout un truc sur Marseille. Qu'est-ce qu'il a? Alors ça c'est le fameux îlot du Bagne, là, justement, où ça c'est son premier reportage à Reims. Ça c'est la Chine en folie, ça, c'est la Mandchourie, hein, avec les Japonais d'ailleurs qu'on voit. Ça c'est Pékin, 1920. T1. Et là, c'est d'après photographie, d'après comment vous avez... Pékin, c'est d'après des plans, des trucs, vous voyez, ça par exemple. Oui, là vous avez effectivement un grand format. Ouais. Alors ça, voilà, ça c'est le bateau où il a trouvé la mort, le Georges Philippard, et ça c'est le naufrage du bateau. Voilà. Alors ça, c'est les pêcheurs de perles. Ça, c'est oui, il y a des reportages qui m'ont connu. Ouais. Voilà. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Voilà, ça c'est encore sur les pêcheurs de perles. Je crois qu'on l'a en couleur, ce truc-là, vaguement. Voilà. Oui, c'est assez terrible parce que les nageurs, là, ceux qui vont chercher les perles, mouraient dans une flaque de sang. Mangés par les requins. Ah non, pas mangés par les requins, non. Et ils restaient trop longtemps. Ah, d'accord. Et en plus, ils mouraient. Voilà. Ça aussi, c'est les bagnards qui vont à la cantine. Ça, c'est en Argentine, ça. La traite des Blanches. Et oui. Alors ça, c'est le Tour de France. Là, vous avez retrouvé les vrais protagonistes, d'après des photos d'époque. Ah oui. Effectivement. Et ça, alors, sauf un, c'est assez marrant parce que il dit, c'est incroyable, c'est le sosie de D'Annunzio. Alors évidemment, j'avais aucune photo du cycliste en question, mais par contre, D'Annunzio, oui. Donc j'ai fait un cycliste qui ressemblait à D'Annunzio. Alors, dans les choses un peu... Ah, ça c'est le truc, vous savez, vous n'êtes pas dans la ligne, mais vous savez qu'un reporter ne connaît que la ligne de chemin de fer. Oui. Voilà, c'est pour ça, c'est le chemin de fer. Ça c'est au Congo, ça. Oui, donc Alberlond a voyagé dans le monde entier et on peut... Au Congo, il a fait un travail absolument incroyable sur la traite des Noirs. Les Noirs, oui. Ah non, là, c'est une horreur, cette histoire de chemin de fer. Enfin, c'est... Oui, donc il était très empathique pour dénoncer l'exploitation de l'homme, l'esclavagisme, la souffrance humaine. C'est un des thèmes qu'on peut retrouver. Ça, c'est à Jeddah. Donc, à un moment, il s'est déguisé et il raconte comment était l'islam wahhabite à l'époque. Et c'est, c'est Daesh, quoi. Oui, il y avait déjà... On peut faire des parallèles avec l'actualité, et puis il y a des sujets qui reviennent dans l'histoire régulièrement. Et là, vous avez fait ce Périgueux, qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est le premier jour du timbre. C'est le cachet du premier jour. Du premier jour du timbre, d'accord. Et là, on retombe sur les forçats. Alors, sur la BD, justement, je crois qu'il y a 3 jours qui manquent du Tour de France dans la BD, qui ne sont pas dans le reportage. Oui. Alors ça, je m'en suis rendu compte en le cherchant, effectivement. Et en regardant où était le Tour de France à cette époque-là, le Tour de France est passé dans la Sarre, en Allemagne. Et effectivement, Albert Londres, alors
c'est comme ça que j'ai eu les carnets aussi d'Albert Londres, etc. Et Albert Londres, à la fin de la guerre de 14, juste après l'armistice, mais 3-4 jours après l'armistice, se trouvait dans un train dans la Sarre, a rencontré des tas de gens, etc. Et a fait ensuite un article en disant que les troupes françaises étaient très mal tolérées par les habitants, que les troupes françaises se conduisaient pas bien, etc., etc. Et il écrit ça dans un journal dont le directeur était Clémenceau. Évidemment, ça n'a pas plu, donc on l'a viré. Et donc, c'est pour ça que la SAR, oui. ça a été blackout. Là. Voilà. Donc, il n'est jamais repassé dans la SAR. Ouais. Alors, du coup, l'aventure dont on parle, c'est une aventure qui date d'il y a plus de 13 ans maintenant, hein, que cette bande dessinée a été publiée, je crois. Oui, c'est vrai. Alors, quelle est son aventure éditoriale? Du coup, elle est plus du tout disponible, on la trouve plus. Ah non, c'est un collector. Ça a été un one-shot de la part de la direction du journal et des éditions. Ils ont fait ça pour le Tour de France, et ils ont édité l'album 2-3 mois après, et puis ils l'ont mis au pilon aussitôt, quoi. C'est vraiment, voilà. Parce qu'en plus de ça, ils pensaient pouvoir le vendre dans le Tour de France après. Ah oui, d'accord. Et puis, je sais plus, il y a eu un truc, allez hop, tant pis, au pilon. Puis, voilà. Oui, donc là, il y a un problème de politique éditoriale et de diffusion manifeste. Absolument. Du coup, après cette aventure, ça vous a donné envie de redessiner Albert Londres, de repartir sur d'autres projets qu'est-ce que... Oui, Albert Londres m'avait... Là, j'ai été accroché à ce moment-là, complètement. Et en plus de ça, je travaillais déjà, depuis un certain temps, j'avais fait une suite de dessins animés qui étaient des histoires d'aviation en Chine pendant les années 20, 30, 40. Et je faisais ça avec Molly Terny. Et on cherchait un méchant. Et puis on est tombé par hasard. Je suis tombé par hasard sur un texte en chinois, d'ailleurs, parlant d'un certain Trebilici Lingen. Effectivement, on a cherché un peu, quoi. Et on s'est aperçu que c'était un type absolument incroyable. Enfin, c'était vraiment le diable incarné, quoi. Et il a été député anglais, il a été au Canada, c'était le meilleur ami de Göring, en même temps il était juif, c'est un truc absolument incroyable, juif hongrois. Et en fait, il a eu une vie absolument incroyable, et il a terminé comme moine bouddhiste, d'obédience tibétaine. Donc à Shanghai, voilà. Et Albert Londres croise sa route à un moment donné? Alors, oui, il le croise avant, au moment où il devient le secrétaire de Ludendorff, et c'est là, justement, il l'a croisé dans la Sarre, à ce moment-là, dans le train. Il y a tout un texte, une note d'Albert Londres, et ensuite, il y a une autre note d'Albert Londres, quand il dit que ce type ira loin, etc., parce que et c'est lui qui a remis le graphisme de la croix gammée à Hitler, et que le parti a pris ce truc de la croix gammée, qui était un symbole indo-européen très ancien. Non, chinois, carrément. Bouddhiste, vraiment. Oui. Ça veut dire la roue du Dharma, hein. C'est la roue du Dharma. Oui, les 4 éléments, et puis la question du temps. Ça tourne, oui, ça produit, d'accord. Et alors on dit, ah oui, mais vous savez, c'est dans le mauvais sens, il n'y a pas de sens, justement. Et en plus, c'est un caractère chinois. Et ce caractère chinois s'écrit dans un sens ou dans l'autre. Ça n'a aucune espèce d'importance. Là, donc, c'est totalement... Oui, donc là, il y aurait de quoi écrire la suite des aventures d'Albert Londres à terre un jour. Oui, ça, c'est hein. ça. Oui, il y a tout du matériel. Tout ça, il y a du matériel, voilà. Alors, il avait écrit, parce qu'il suivait la carrière de ce type, qui aussi avait... À un moment, il était assez lent,
et il était redevenu, alors là il était déjà devenu bouddhiste, il était revenu en Europe pour faire des conférences à Nice, je crois, et Londres a été le voir au Negresco. Voilà, donc là vous avez trouvé presque le méchant idéal. Et oui, alors on l'avait trouvé pour le dessin animé. Pour le dessin animé. Ouais. Et donc, effectivement, plus je me documentais sur ce bonhomme, plus je trouvais des trucs absolument sidérants. Mais sidérants, quoi, vraiment. Ouais. Et donc, quand on m'a mis sur Albert Londres, la connexion s'est faite très vite. Et puis, en plus, c'est vrai que j'ai rencontré quelqu'un qui fait que la connexion a vraiment matché, quoi. D'accord. Alors, deux mots pour terminer. En quoi Albert Londres pourrait faire aujourd'hui la figure d'un héros moderne, ou un héros qui... Est-ce qu'il a encore une actualité, Albert Londres, dans le monde troublé actuel ? Ah ben c'est vraiment le héros journaliste, quoi. C'est vraiment le journaliste. Celui qui va porter la plume dans la plaie, hein. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment quelqu'un... maintenant, je veux dire, il travaillerait aujourd'hui, on dirait c'est un complotiste, hein. D'accord, oui, on le mettrait dans la catégorie des complotistes. Ouais. Alors on n'ose pas, parce que quand même... Oui, c'est une institution, mettre dans le Berlin. Ah bah oui. Mais oui, il y a ce côté d'avoir une vision du monde. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui était désabusé, cynique, quand même ça c'est un truc, c'est bizarre. Ouais. C'est quand j'ai fait le dessin, quand j'ai fait ces portraits, j'ai été très très frappé par ça, cette espèce de regard mort. Un regard de type qui est revenu de l'au-delà, quoi. Ouais. C'est un regard sans regard, quoi. Alors c'est curieux parce que c'est quelqu'un qui a un regard affûté. Alors justement quand il écrit, vraiment le détail compte, hein. Chaque détail compte et en plus on le magnifie, etc. Alors qu'est-ce que vous inspire sa mort ? Il y a eu des ouvrages qui ont été faits, qui ont dit que c'était quand même un accident. Il y a aussi des thèses un peu complotistes sur sa mort, et puis il y a l'idée que le personnage avait rêvé cette mort, il n'avait jamais appris à nager, enfin, comme s'il avait recherché cette espèce de mort étonnante qui en fait un héros vraiment et presque un mythe. Alors quelle est votre vision d'auteur là-dessus ? Moi j'ai des raisons de penser que effectivement c'est pas un accident du tout. D'abord parce que effectivement quand il est reparti donc de Shanghai, pour aller à Marseille, l'idée c'était qu'il y avait au moins 3 groupes de personnes qui voulaient sa peau. Donc un groupe de personnes qui allait même essayer de l'avoir, puisque il y a eu ça c'est un truc absolument incroyable. Tu Sheng, le chef de la bande verte, c'est-à-dire de la triade chinoise, avait invité tout ce qui comptait de VIP français à sa table, dont Fiori et dont des gens qui, alors là, n'y étaient absolument pour rien, et il y avait... parce que ces gens-là étaient virés, hein, ils étaient virés de Shanghai, et donc effectivement il lâchait la bande verte. Et donc, pour se venger, Tu Sheng donc les a invités. Bon, et il y avait un type qui revenait de la croisière jaune, donc qui a été invité. Et il leur a fait des champignons Ningpo, et ils sont tous morts. Aïe, ah oui. Et Londres a été invité, mais il n'a pas pu y aller, tout simplement parce qu'il prenait le bateau ce jour-là. Ah, ça l'a sauvé, là, du coup. Là. Ça l'a sauvé. Ouais, bizarrement. Et après, ça l'a sauvé pour très peu de temps. Très peu de temps. Voilà. Voilà. Alors ça, c'était la bande verte. Mais il y avait les Japonais, évidemment, qui couraient après, et ils avaient raison, enfin, ils avaient raison. Et ils savaient très bien ce qu'ils allaient faire. Et donc les Japonais, une collection japonaise, voilà. Et puis il y avait aussi les fonctionnaires qui étaient virés à cause de lui. Hein, Fiori,
voilà, l'avocat, etc., etc., enfin tous ces gens-là. Mais Fiori avait été invité par Tu Cheng, et lui, c'est le seul qui en est réchappé. Ah oui. Oh, étonnant cette histoire. Ouais. Ouais. Donc là, on est vraiment dans une affaire géopolitique entre la Chine, le Japon, la Mandchourie, sous fond de trafic de drogue. Enfin, c'est une histoire. L'Amérique, la France. Voilà, on est sur quelque chose qui ferait peut-être une belle série télé ou autre chose, on ne sait pas. Ah, oui, bah ça, c'est. Il y a de la matière. Oui, voilà. puis il y a des personnages qui sont incroyables. Ouais. Incroyables. Ouais. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup Patrice de cette information. Vous travaillez toujours sur des projets en lien, je vois qu'il y a... Peut-être dire un mot de la jolie fresque qui est derrière vous là. Ah ça, c'est un des décors du dessin animé. Du dessin animé, alors, rappelez le nom de ce dessin animé du coup. Les ailes du dragon. Est-ce qu'on le trouve encore ce dessin animé? Peut-être regarder sur internet les ailes du dragon, bah, c'est une curiosité en tout cas. Il y a eu 26 films de fait. 26 épisodes. Oui. Bon, bah, peut-être qu'on va regarder sur internet. Est-ce que vous-même vous avez un site internet ou quelque chose où les gens peuvent voir vos dessins aujourd'hui ou, Non, Facebook c'est tout. Facebook et puis BDTech, je crois qu'ils sont quand même un petit article sur vous avec tout ce que vous avez fait. Je regarde peu ce genre de choses. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.